Parce que je suis joli. Bonjour à tous, merci de suivre cette interview. Aujourd'hui, on est avec quelqu'un qui est, on peut le dire, emblématique dans la magie française. On est avec Dany Larry. Salut Dany, comment ça va? Bonjour, bonjour à tous. Salut Quentin, bienvenue chez moi. Voilà. Alors, je fais comme tout le monde, je suis derrière ma bibliothèque. Voilà. Pour tous Mais, les... mais, alors, attends. Cette bibliothèque, elle est exceptionnelle. Pourquoi? Il y a derrière moi les 600 livres qui ont appartenu à Robert Houdin. Qui ont appartenu de manière personnelle? Ah oui, oui, bien sûr. Oui, bah, on peut dire que oui, c'est assez exceptionnel, ouais. C'est Moi, derrière exceptionnel. moi, j'ai une plante qui a appartenu à Botanique. Ah oui, oula, grand monsieur. Je Ouais, l'ai connu, je l'ai très connu, monsieur Botanique. je te vois venir avec ta Non, mais je vais bibliothèque. te raconter, Je te vois je venir vais te avec ta raconter bibliothèque de Robert l'anecdote. Houdin. Ouais. Vas-y, dis-moi. Euh, je vais te raconter l'anecdote. C'était il y a bien au moins 40 ans. 40 ans. Je travaillais sur les bateaux de croisière et j'avais rencontré une dame qui s'appelait Madame Rey. Et à la fin de la croisière, alors pendant toute la croisière, je jouais avec ces deux filles au Pictionary, on s'amusait parce que c'était une croisière italienne et c'était les seuls Français. Donc on avait sympathisé avec surtout les deux jeunes filles, voilà, et puis on jouait, on s'amusait ensemble. Et tout ça. Et à la fin de la croisière, comme ça se faisait souvent, elle me donnait sa carte de visite et c'est là qu'elle m'a dit, je suis l'arrière-petite-fille de Robert Houdin. Et à ce moment-là, moi, j'ai pas eu la présence d'esprit de lui dire, vous n'avez pas connu ma mère qui était Marilyn Monroe. Oh, c'est dommage, parce que je trouvais ça très gros. Bon. Et puis, du moins très gros. Pourquoi pas, mais bon, voilà. Et quelques temps après, à la fin de la croisière, je me retrouve au Casino de Paris et j'avais plein d'invités à faire. Je faisais la première partie d'un gars, je ne sais pas si tu te rappelles, qui s'appelait Pascal Sevran, Oui. qui faisait des émissions de télé, plutôt pour les seniors et tout ça. Donc ce gars-là, il m'a engagé, tout simplement, au Casino de Paris pour faire toute sa première partie, parce que son spectacle s'était basé sur les chansons françaises. Donc, il ne pouvait pas avoir une première partie avec des chansons, parce qu'il aurait voilà, fait de la propre concurrence pour lui. Bien sûr. Et bon, et là, quand il avait vu sur le bateau de croisière mon spectacle, il avait bien aimé. Il a dit, tiens, pourquoi pas un magicien? Et donc, je me suis retrouvé au Casino de Paris et j'ai invité cette dame parmi tous les gens que j'ai invités de Paris, parce que j'avais plein d'invitations. Et elle est venue, et puis on a re-sympathisé, et un beau jour, elle me dit, elle m'invite, et puis elle me dit, est-ce que tu accepterais la collection de mon arrière-grand-père? Et là, j'ai commencé à y croire vraiment, de livres. Alors, moi, au départ, elle m'a parlé de ça, et moi, je lui ai dit, vous savez, je vais être direct avec vous et très franc, je crois que j'aurais même pas l'argent pour acheter la couverture de un des livres. Et elle me dit, mais attention, vous me méprenez, monsieur Dany Larry, cette collection n'est pas à vendre, elle est à offrir. Et C'est donc, quoi cette histoire de fou? ouais, je me suis retrouvé. Alors, elle avait organisé une belle réception. Elle avait un hôtel particulier à Avenue Foch. Et il y avait Jean-Claude Brialy ce jour-là, il y avait son chirurgien, il y avait son médecin, il y avait tout plein d'amis. Et quand je suis arrivé là-bas, j'avais l'impression de vivre dîner de con. Ah, voilà le fameux prodige, magicien, oh là là, que tu nous as tant parlé, tout ça. J'ai dit, putain, et j'étais avec Isabelle, la maman d'Albert, et on se regardait, je disais, on est en train de faire dîner de con. Bon, bref, c'était moi l'attraction, et à la fin, solennellement, elle me dit, Dany, est-ce que vous acceptez ces livres? Je dis, bah, oui, évidemment, bien sûr, voilà. Et donc le lendemain, je me suis retrouvé à Blois, parce qu'ils avaient leur maison de campagne, un joli petit château d'ailleurs. Et le conservateur, du moins le gars qui s'occupait de l'entretien du château, à chaque carton, il me donnait un carton de chaussures et il avait classé tous les livres dedans. Et chaque fois, il me posait la même question. Il me disait, mais vous êtes qui, vous? Je lui dis, Dany Larry. Il dit, oui, je sais. Mais vous allez faire quoi avec ces livres? Je dis, je sais pas. Voilà. Mais vous êtes qui, vous? Et chaque fois, il me donnait. On aurait dit que ça lui arrachait le cœur. Et en fait, cette dame, elle a offert à la ville de Blois tous les objets qui ont appartenu à Robert Houdin.
sa baguette, son buste, c'est beaucoup. C'est pour ça qu'il y a Christian Fechner derrière. Fechner avait énormément de pièces de Robert Houdin originales qui sont maintenant parties aux États-Unis chez Copperfield. Mais il n'y a qu'une chose qu'elle n'avait pas voulu ni vendre, ni donner, ni mettre au musée, on va dire, c'était les livres. Parce qu'elle disait, peut-être que mon arrière-grand-père aurait bien voulu que ces livres, on puisse les lire et en faire quelque chose. Et c'est là où j'ai rencontré Fechner, qui lui avait fait donc un livre sur Robert Houdin, et je lui ai fait rencontrer la baronne Emmanuelle Rey, et c'est là où Fechner a pris mes livres et en a fait ces deux magnifiques, énormes bouquins blancs sur l'histoire de Robert Houdin, parce qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas tout à fait réelles. Grâce à ces livres, il avait les vraies photos, les vrais documents, les vrais plans d'horlogerie. J'ai même les plans de l'automate qui joue aux échecs et tout ça. C'est Et une donc, histoire folle. tous ces livres sont là depuis 40 ans. Eh ben, Et écoute, la bibliothèque, alors pour terminer l'histoire folle, la bibliothèque qui est en bois, en merisier, c'est mon père qui me l'a faite. Voilà. Parce que mon père était menuisier et il n'était pas n'importe quel menuisier, c'était le menuisier du général de Gaulle parce qu'on habitait à Colombey-les-Deux-Églises et on était voisins du général et par le biais, mon père était comme le seul menuisier à Colombey dans ce petit village, il était donc le menuisier du général de Gaulle et quand je lui ai dit « Papa, je vais avoir 600 livres à mettre dans une bibliothèque », il m'a fabriqué cette bibliothèque. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a la photo de Fechner, mon regretté copain. Voilà la belle histoire pour les magiciens. c'est un packaging qui est énorme, l'air de rien. Exactement. Et quand je jugerai suffisamment le temps qu'il me faudra pour que cette bibliothèque aille à quelqu'un d'autre, je la donnerai probablement à mon fils, ou soit peut-être à un jeune magicien, je ferai toujours cette démarche, mais en aucun cas je vendrai les livres. Et voilà. Alors il y a Bah des écoute, livres. si jamais tu ne sais pas quoi faire de ces livres, je peux être là. Je sais pas. Ouais, je voulais te dire, parce que c'est Fechner qui m'avait posé la question, Ouais. ce n'est pas 600 livres qu'il a écrits, hein, Robert Houdin. Attention, hein. Il y en a quelques-uns. Il y avait, je sais pas, une dizaine, quinzaine de manuscrits, c'est tout. Hein. Mais c'était sa bibliothèque personnelle. C'est-à-dire, dedans, il y a des livres sur l'horlogerie, sur la mécanique, sur l'automate, sur la menuiserie aussi. Il y a des plans, des bouquins sur les charpentes aussi, sur la médecine, l'ophtalmologie. En fait, c'était ses livres à lui. D'accord. Écoute, dans les gens qui vont regarder cette interview, il va y avoir beaucoup, du moins quelques-uns, de personnes qui sont non magiciens et peut-être même encore quelques rares qui ne te connaissent pas, figure-toi. Donc, je vais te demander de te présenter. Alors, bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc Dany Larry de pseudonyme, mon vrai nom est Hervé Bitoun. Je suis né à Oran, en Algérie, rapatrié pendant les événements des années 62. Mes parents étaient français là-bas et on est revenu. C'est pour ça qu'on est arrivé à Colombey-les-Deux-Églises après les événements. Depuis l'âge de 8 ans, je voulais devenir magicien et j'ai passé toute ma vie à essayer de faire ce métier. Je crois que je ne me suis pas trop mal débrouillé. J'ai fait 3 fois le tour du monde. J'ai créé pas mal de tours et j'ai travaillé avec les plus grands, que ce soit Johnny Hallyday, James Brown ou des chanteurs, des films avec Fechner aussi. Beaucoup de films, beaucoup de choses comme ça. Et donc, je me suis spécialisé dans la grande illusion. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai tenu la douloureuse place, mais très prestigieuse, place du plus grand cabaret du monde, puisque beaucoup de magiciens l'ont fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, même 4 fois. Hans Klok, Tim Silver est déjà revenu plusieurs fois. Moi, je les ai fait toutes. Voilà. Du premier jusqu'à la fin, pendant 20 ans. Et pendant 20 ans, tous les mois, j'avais créé un numéro pour le plus grand cabaret du monde. C'est colossal. Ouais, on va en parler de ça. On va en parler de ça parce que derrière ça, l'air de rien,
il y a un réel processus qui, moi, va m'intéresser et qui, du coup, tu vas pouvoir en discuter. C'est le comment est-ce qu'on arrive. Parce qu'il faut bien se dire, pour les gens qui comprennent pas vraiment, Dany Larry, c'est un personnage énorme dans le paysage magique français. C'est quelqu'un qui a des spectacles dans lesquels il fait des tournées. C'est un des plus gros shows de magie en Europe. C'est des structures qui sont gigantesques. C'est le cabaret du monde pendant 20 ans. C'est plusieurs livres, c'est 4 livres, c'est des magasins de magie. On a un artiste qui a su faire. Je me suis spécialisé dans la grande illusion. Hein. La grande illusion, alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est la grande illusion, c'est comme dans la peinture, il y a la miniature et la fresque. Voilà. Et la fresque, c'est des immenses tableaux ou des peintures sur les murs. C'est ça la grande illusion. C'est tout ce qui touche les numéros à grand spectacle, comme La femme coupée en deux, la lévitation, l'apparition d'une voiture, tous ces numéros que tout le monde connaît, David Copperfield, c'est ça, la grande illusion. Moi, je me suis spécialisé là-dedans. Alors, c'est la catégorie de magie qui coûte la plus cher. Vous comprenez bien pourquoi. Parce que la première question que je voudrais te demander, c'est simplement, ou pas forcément simplement d'ailleurs, pourquoi tu fais de la magie? Alors, tout simplement parce qu'au début, moi, quand j'étais gamin, bien, les dessins animés me faisaient rêver. Et je trouvais que la magie, c'était le moyen le plus proche de ce que je pouvais voir dans les dessins animés. Tout ce qui se passait, on tombait d'une falaise, boum, on se relevait, on avait des bosses, c'était tout magique, quoi. On avait de la peinture invisible pour faire disparaître les choses, Merlin l'Enchanteur, tout ça. Et le fait de faire de la magie, eh ben, c'était un petit peu de garder ce petit côté enfant, ce côté magique, voilà, que les enfants ont quand ils sont émerveillés, quand ils regardent quelque chose et qu'ils ne cherchent pas forcément et surtout pas à comprendre, voilà, comme les grands. Voilà, ils sont là, waouh, waouh. Voilà, c'est ça qui m'a énormément plu dans la magie. C'est vrai que j'ai ce sentiment-là aussi. Donc évidemment, j'ai pas une longévité comme tu l'as toi encore. Ça va venir, mais pas encore. J'espère. Mais bien sûr que ça va venir, bien sûr que ça va venir. Mais évidemment, ça fait une petite dizaine d'années que je fais de la magie maintenant. Déjà pas mal, bien. Ce qui est déjà bien, je suis déjà très content. Ça fait une petite dizaine d'années que je fais ça. Et c'est vrai que moi, ces questions-là, je me les pose aussi parce que j'ai déjà eu cette phase-là où je me suis dit, où il y a ce truc de je vais tout chercher à comprendre, je vais tout faire ça, je vais aller essayer d'étudier partout. Alors, étudier partout, c'est très très bien. Mais je le conseille aussi à mes élèves parce que je donne des cours de magie. Donc, je le conseille aussi à mes élèves de dire. Et puis, il y a quelque chose qui me fascine dans la magie, c'est que c'est malin. C'est malin. C'est ça. Quand il y a des crétins qui expliquent des tours, vous savez, sur Internet, il y a des crétins qui m'ont décortiqué mes tours de grande illusion, mes tables, voilà, la fille elle est planquée là, voilà. Je trouve que c'est galvauder le travail d'un artiste. Ah oui, absolument. Qui a cherché. Alors, quand on connaît le trucage, on dit ah ouais. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'en magie, la chose la plus difficile, c'est de faire simple. Le génie est dans la simplicité. On peut faire des choses compliquées, électroniques, avec des systèmes, des magnétiques. Tout le monde peut arriver à faire ça quand il a fait des études d'ingénieur et tout. Mais inventer des tours de magie simples, c'est très compliqué. Et quand on a une explication et que la personne en face comprend et dit « Ah ouais, c'était comme ça, oh, mais c'est con ». Non, c'est pas con. C'est très intelligent et c'est très malin. C'est ce qui me plaît dans la magie. Cette phrase est formidable de dire que un profane qui va regarder un tour de magie, s'il ne comprend pas 90% du tour, mais qu'il en comprend 10, il aura compris pour lui. Un magicien qui regarde un tour de magie, s'il comprend 90%, mais qu'il ne comprend pas les 10% qui restent, il n'a pas compris le tour de magie. Exactement. C'est bien, c'est vrai. Et c'est du coup ce que je dis à mes élèves, c'est qu'ils vont avoir tendance à chercher
cette volonté de toujours vouloir tout comprendre. Et ce que je m'acharne à leur répéter, c'est vous ne comprenez pas que en étant magicien, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de continuer à rester émerveillé face à des choses que vous ne comprenez pas. Ça vous rappelle sans cesse l'état que vous devez procurer aux gens. Et il n'y a qu'en le vivant que vous le comprendrez encore. Bien sûr, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et la magie, c'est très malin. Il y a des tours qui sont, même aujourd'hui, moi, je suis ébahi. Alors, il y a des trucs de close-up que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais même aller imaginer que c'est un trucage vidéo, c'est pas possible. Florian Servet, il m'énerve. Je vais l'appeler un jour, je vais l'insulter. Il m'énerve. Je ne comprends pas. Je sais pas, je comprends pas. Il a un truc qui disparaît dans ses doigts instantanément. Je comprends plus rien. Le close-up m'a dépassé, moi. Je suis largué complet. À force d'en vouloir faire. D'ailleurs, en parlant de ça, parce que c'est vrai que la magie que tu fais, et au final, je fais aussi de la magie. Qu'est-ce qui, pour toi, aujourd'hui, a changé dans la magie de close-up et qui fait qu'elle te dépasse, et quelque chose qui a pu changer dans cette magie de close-up aujourd'hui et qui te manque par rapport à ce qui se faisait avant? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup de gimmicks truqués, surtout dans les cartes. Parce que quand il y a une carte que tu tiens comme ça et que tu fais juste et qu'elle a changé de couleur, ou elle a changé, ou juste comme ça, et que le gars, il n'y a rien, il n'y a pas de. Voilà. Je pense qu'il y a une énorme évolution au niveau des gimmicks, qu'avant le close-up, eh ben, on utilisait souvent des cartes pas truquées, il me semble, hein, peut-être que je me trompe. C'était juste du slide of hands, quoi. Il faudrait que je demande à Florian. Et voilà. Il y a des choses que je comprends plus. Mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est l'art bouge, l'art évolue, et c'est bien comme ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est comme tu le disais tout à l'heure, pour la grande illusion, j'ai carrément à la fin, avant de faire mon dernier spectacle, j'ai carrément créé des nouveaux numéros avec des nouveaux principes, dont notamment le numéro de l'aquarium du Gloop, là où je passe à travers. Là, aujourd'hui, personne n'a trouvé comment je faisais. Hein. Ah oui, personne. Donc, ça prouve bien qu'on arrive à inventer encore des en parlant de ce processus de création, parce que du coup, on va revenir au plus grand cabaret du monde. Ouais. C'est énorme. Tu as fait un nombre d'émissions absolument gigantesques. Ouais, comment est-ce que 400 numéros, c'est énorme. Comment est-ce que tous les mois, tu arrivais, quel était ton processus de création pour trouver 400 grandes illusions différentes? Alors, d'abord, je me suis entouré de 4 personnes qui sont, c'est même pas des ingénieurs, c'est au-dessus, il n'y a pas le mot. En niveau construction, parce que ce sont toujours des génies, les gars qui ont travaillé avec moi. Un qui était spécialisé dans la soudure, l'autre spécialisé dans le plastique, polyester, fibre de verre et tout ça. Et un autre qui était alors, un tueur en décoration, en peintre, en trompe-l'œil et tout ça. Donc voilà, je me suis puis un couturier, une couturière. Voilà. Et j'avais un mois pour fabriquer un numéro complet en partant de la feuille blanche. C'est-à-dire, je faisais le dessin et souvent le matériel, il séchait, la peinture séchait dans le camion le jour de l'enregistrement. Parce que en un mois, il y a des choses qui étaient pratiquement impossibles. Donc voilà. Et des fois, Patrick Sébastien il m'appelait une semaine avant, il me disait c'est bien, t'en es où je dis ouais, ça va, ça va. Et une semaine avant, des fois, j'avais rien. Parce que c'est pas ça y est, on a l'idée, on le fait. Oh non, des fois ça marche pas. Hein. Ça marche pas du tout. Hein. Voilà. Donc et ben je partais d'une idée simple. Voilà, ça allait par exemple, quand j'étais à l'aéroport et j'ai vu un type envelopper des valises avec du film étirable, je me dis tiens, ça c'est marrant, qu'est-ce qu'on peut en faire? Tout de suite dans ma tête, je me dis qu'est-ce qu'on peut en faire comme numéro de magie? Tout de suite. Et là, j'ai eu l'idée de m'emballer. Et après, je dis qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je peux sortir? Ouais, bon, d'accord, les mecs, ils vont penser que j'ai un cutter et je m'enlève. Je dis, ce qui serait fort, ça serait que ma partenaire soit à ma place, emballée. Et donc, j'ai monté le numéro que j'ai appelé l'emballage. Voilà, donc, d'une idée simple. Tous les jours, je regardais, que ce soit une vitrine de magasin, une publicité, et toujours, je me posais la même question, comment on peut faire ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec de la magie? Et souvent,
l'idée de départ, à l'arrivée, c'était carrément autre chose. Et ça fait rien. Ça m'a permis au moins d'évoluer et de construire. Ah oui, ça m'a amené à ça, 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 ça. Et puis dès que. Alors, c'est arrivé quelquefois que j'avais un tout petit peu d'avance, qu'on finissait une dizaine de jours avant l'émission, et on pensait tout de suite à la construction du deuxième numéro. Et le deuxième numéro, des fois, il n'était pas fini, il continuait le mois d'après, mais il allait sortir dans 2-3 mois. Et entre-temps, je faisais un numéro. Patrick, je lui disais, je fais un numéro gros et un peu plus petit, un gros et un peu plus petit. Et le plus petit me permettait de construire le gros. Voilà. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi les décors. Je venais avec des décors aussi. Les décors, quand j'ai fait le tableau gothique, j'avais carrément tout le décor qui était tout en gothique, quoi. Et j'avais la couturière qui a cousu les toiles, mon peintre qui a peint les décors et tout. Non, c'était un sacré boulot. C'est quoi quand le cabaret s'est arrêté, j'ai l'impression que j'avais plus de vie. Je me disais, mais il se passe quoi? Il n'y a plus de. On n'est plus. Parce que c'est ça. Pendant toute cette période de 20 ans, tu n'as fait quasiment que ça. Je ne vois pas comment tu pouvais avoir le temps pour faire autre chose. Eh bien si, je faisais quand même mon spectacle, La Clé des Mystères, et mon nouveau spectacle qui s'appelait après Rétro Temporis sur Jules Verne. Et oui, en plus, je faisais ça. Alors, je vais t'avouer un petit secret, c'est que quand je faisais par exemple mon spectacle La Clé des Mystères, qui était dans un univers gothique, il y avait toute une histoire, une comédie magicale où je jouais le rôle du comte du Bois d'Aîné, où j'étais en première partie un conte, et puis c'était une histoire, d'ailleurs c'était une histoire vraie qui est arrivée dans ma ville, voilà, donc je l'ai racontée en magie. Et pendant ce temps-là, je préparais donc les numéros du Plus Grand Cabaret, mais tous les numéros du Plus Grand Cabaret, c'était sur l'univers un peu steampunk, et j'étais déjà en train d'écrire le spectacle le prochain spectacle Rétro Temporis sur Jules Verne. Donc tous les numéros du Plus Grand Cabaret, c'était un numéro qui rentrait dans le spectacle. Et à la fin, quand j'ai fini les 2 années où j'ai fait ce style de numéro au Plus Grand Cabaret, j'avais monté mon spectacle. Et après, il fallait juste que je fasse les liens pour que tous les numéros aillent ensemble. Voilà. Et parce que, pour parler de tes spectacles, du coup, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant avec toi dans ta façon de faire, c'est que systématiquement, tu nous embarques dans une grande histoire. Ouais. Où c'est très englobant. On n'est pas sur un spectacle où c'est des tours de magie qui s'enchaînent. On est en face d'un vrai spectacle. Voilà. Pour moi, il y a vraiment un côté poète dans ce que tu fais, un côté théâtre. Je pense que c'est le travail que j'ai fait avec Kamel Wally, où un jour il est venu me chercher en me disant je suis mandaté pour monter un spectacle Dracula, et toi tu dois être le magicien le plus adapté à me trouver des effets magiques pour Dracula. Et j'en ai monté 17 effets magiques, ce qui a été énorme dans le spectacle. Ça allait de la transformation de Dracula en chauve-souris, qui volait au-dessus du public, Dracula qui passe à travers le miroir, des squelettes qui marchaient tout seuls. Et je vais même t'expliquer, si tu veux, un des trucages. Ça va intéresser les gens, parce qu'on ne pourra pas le refaire de toute façon, parce que c'était parfaitement intégré dans le spectacle. C'était à un moment, Kamel, il me dit, tu sais que Dracula, il ne peut pas se voir dans un miroir. Je dis, ouais. Alors, il me dit, ce qui est bien, c'est qu'à un moment, on a un grand miroir, et puis il y avait sa femme, quoi, ou sa fiancée plutôt, qui se regardait dans le miroir, et tout d'un coup, lui, Dracula venait à côté, et on ne le voyait pas dans le miroir. Et pendant longtemps, tout le monde cherchait un miroir truqué. Un miroir où ça marchait pas, quoi. On voyait très bien qu'il y avait, je sais pas, un décalage entre la personne ici et là. Ouais. Et alors, le trucage, il est d'une simplicité déconcertante. Je vais t'expliquer comment ça marche. La fille était sur une commode. Donc, il y avait une commode et il y a un cadre avec un miroir. Et en fait, le cadre avec le miroir, il n'y avait rien. C'était juste un cadre vide. Et l'idée était la suivante. La commode était de 3/4. 3/4, pas de face, de 3/4. Au moment où la fille arrive pour s'asseoir, il y avait une deuxième fille qui venait des coulisses et et qui s'asseyait. Et la fille faisait les mêmes gestes pendant au moins
4 bonnes minutes. Tu vois? Et c'était très facile parce que tu vas le faire avec moi. Essaye de me suivre. Essaye de faire les mêmes gestes que moi. Tu vas voir, c'est amusant, ça va plaire à tout le monde, ça. Tu es prêt? On y va. Voilà. Donc, maintenant, on va le refaire. Tu sais qu'on va faire ça. Alors, tu es prêt? On y va. En même temps, hein, tu essayes le plus possible, en même temps. Ok, vas-y, vas-y. Voilà. Donc, la fille était devant son miroir et elle se coiffait. Et elle se coiffait, elle parlait, elle prenait un verre, elle le buvait. Et les gens étaient persuadés que c'était un miroir puisqu'on voyait exactement. Et en plus, l'astuce, c'est que celle qui était de dos, c'était la doublure. J'avais pas besoin d'une sœur jumelle. Parce que quand j'ai dit le trucage, Kamel, il me dit, mais tu te rends compte où je vais trouver une sœur jumelle de la vedette? Tu te rends compte, c'est un truc de malade ce que tu me donnes. Je dis non, pas du tout. Il faut juste les mêmes cheveux. Et à un moment, il y avait un switch dans la mise en scène, derrière un paravent. Et c'est la doublure qui était de dos et la comédienne de face. Donc pour le public, il voyait vraiment la personne en face. Et donc, du coup, eh bien, à un moment, le Dracula, il venait à côté d'elle. Évidemment, Évidemment, il n'y avait rien. on voyait rien. Et c'est là où elle faisait oh, et les deux faisaient oh, comme ça. Et là, le public ne comprenait pas comment on ne voyait pas Dracula dans ce grand miroir. C'est ce Voilà. dont on parlait avant. Hein. C'est ce dont on parlait Hein? avant. Parce que c'est très simple, dit Mais comme ça. oui, Et c'est voilà. génial. Et c'était le trucage le plus incroyable parce que chaque fois les gens étaient bluffés. Ils me disaient ouais, à un moment quand Dracula vient, on ne le voit pas dans le miroir, mais puis il passait autour, il essayait de se voir, on ne le voyait pas. Et la fille, elle, on la voyait parfaitement. Et les gens, et au moment où elle se lève, hop, en même temps elle repartait. Donc c'était tout synchronisé. C'est extraordinaire. D'ailleurs, dans ta carrière, c'est quoi pour toi, le tour le plus réussi que tu as eu? Celui duquel tu étais le plus fier de toi? Alors, c'est le Gloop. C'est le numéro que j'ai appelé le Gloop. C'est le numéro que je fais actuellement en finale dans mon spectacle Tic Tac. Et je l'ai mis en scène en présentant mon fils. C'est-à-dire que j'ai mon fils Albert, qui a 28 ans et qui fait magicien. Et dans mon nouveau spectacle Tic Tac, mais il faudrait que je te parle du spectacle Tic Tac avant. Mais Fais-le, vas-y, je t'en prie. eh ben, le spectacle Tic Tac, c'est un spectacle, ça s'appelle Tic Tac parce que pendant longtemps, j'ai monté 3 grandes comédies magicales. Le Château des Secrets, La Clé des Mystères et Rétro Temporis. Et le quatrième, on s'est réunis avec tous mes copains, mes assistants et tout. Je dis, il faudrait que je trouve un thème et tout, il faut une histoire et tout. Et c'est ma petite chérie qui me dit, mais le thème, tu l'as? C'est toi, raconte ta vie. Tu as une vie extraordinaire. Tu as une vie qui est hors du commun quand même. Tu as fait 3 fois le tour du monde, tu as rencontré les plus grands de la planète, tu as créé des tonnes et des tonnes de numéros, tu as monté ta propre salle de spectacle, tu as 5 semi-remorques, tu remplis des zéniths. Tu peux raconter ça. Je dis, oh, mais ça va intéresser personne, on s'en fout, ça. Les gens ils viennent voir du spectacle, mais tu peux faire du spectacle pareil. Et donc j'ai appelé ce spectacle Tic Tac en hommage au temps qui passe. Voilà. Parce que le temps, c'est quelque chose de fantastique, mais d'effrayant. En ce moment, on passe du temps ensemble. Ce temps-là, on ne pourra jamais le rattraper. Jamais. On ne peut jamais accélérer le temps. On ne peut pas le ralentir. Il passe. Donc, tic-tac, tic-tac. Et quand l'horloge s'arrêtera, elle s'arrêtera à vie. Donc, je raconte cette histoire. Il y a des grands écrans vidéo des écrans à LED qui se rapprochent, qui s'écartent et qui font partie du décor, où il y a énormément d'imagerie dans le spectacle. Et les gens découvrent plein de choses qu'ils ne savaient pas sur moi, sur comment créer des numéros, avec qui j'ai travaillé, et tout ça. Et il y a énormément de gens qui montent sur scène. Je les fais participer à des numéros. Je leur montre des extraits aussi du plus grand cabaret, sur la famille Adams, des choses comme ça, des trucs que j'ai créés. Et à la fin, le temps. Alors, je parle aussi de Robert Houdin, de cette fameuse bibliothèque.
voilà, de Robert Houdin, de Houdini, qui m'a énormément fasciné aussi. Et je finis la première partie avec un numéro d'évasion dans un aquarium enflammé avec du feu. Et à la fin, je présente mon fils. Voilà, maintenant, je présente. C'est la relève. Voilà. J'ai la chance d'avoir un gamin qui a 28 ans et qui aime la magie. Et je lui donne ma montre parce que non seulement j'ai la bibliothèque de Robert Houdin, mais j'ai sa montre à gousset aussi, sa montre personnelle, marquée Robert Houdin. Et cette montre, elle ne m'a jamais quitté. C'était mon petit porte-bonheur dans mes spectacles. Elle était toujours avec moi dans la loge, toujours avec moi dans mon sac, tout ça. Et à la fin du spectacle, je lui donne ma montre. Voilà, je dis voilà, c'est pour être le raccord avec le tic-tac et tout ça. J'ai dit maintenant, c'est à toi de jouer. Et il présente ce fameux numéro, donc pour la petite histoire avant, du Gloop, où c'est un numéro d'évasion dans l'eau, mais il y avait un truc qui me plaisait pas dans les numéros d'escapologie, c'est le côté dangereux, on va pas y arriver, il faut vite se dépêcher, voilà, ça c'est toujours le même scénario. Il avait expliqué un jour dans La France a un incroyable talent. Il a très très bien expliqué Éric Antoine. Il a dit il y a un moment où on n'y croit plus. Voilà, ce côté va-t-il y arriver, oh là là, on n'y croit pas. Voilà. Et puis des fois c'est même surjoué, et quand c'est surjoué, ça fait encore plus bidon. Donc je cherchais un numéro d'évasion dans l'eau sans ce côté fausse dramaturgie. Et donc, j'ai imaginé un aquarium vertical, comme faisait Houdini. On rentre dedans, on n'est ni attaché avec des menottes. L'aquarium, il n'est même pas fermé, rien. C'est juste un couvercle qu'on ferme. Mais c'était la manière de sortir de cet aquarium. On met une bande de lycra de tissu juste devant la paroi. Et tout d'un coup, le lycra, je le pousse avec mon visage, mes mains. Et petit à petit, mon corps passe à travers. Et je suis à l'extérieur de l'aquarium. Voilà. Pourtant, je n'étais ni attaché, ni menotté. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de passer à travers une paroi en verre et surtout remplie d'eau. Parce que ça enlève toute idée de trappe. Parce que sinon, une trappe, l'eau s'en irait. De système d'ouverture, de glissière. Il n'y a aucune. On ne peut pas comprendre comment je suis complètement enfermé dans cet aquarium et je suis réellement dedans. Quand on regarde des vidéos qui sont sur YouTube, on peut voir, mais ils ont même fait un plan sur la caméra, vue de dessus, on me voit bien rentrer dedans et je sors à travers cet aquarium complètement mouillé, évidemment, mais d'une manière incroyable. Voilà. Et aujourd'hui, je suis très fier de ce truc-là et je l'ai fait cadeau à mon fils et c'est lui qui le termine à la fin du spectacle. Voilà. Ça a l'air. C'est vrai ce que tu dis. Il y a cette problématique qu'on retrouve souvent en close-up aussi, que moi je vois en close-up parce que je côtoie beaucoup plus de close-up que de scène, hein, bien sûr. Ouais. Mais qui est. Les gens cherchent toujours, j'ai le sentiment de plus en plus, à juste faire un tour de magie pour faire le tour de magie sans vraiment se demander pourquoi ils le font. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on a envie de revendiquer en faisant ce tour de magie? De quoi on a envie de parler? Alors c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'expliquer de tout, de faire un scénario pour tout, mais des fois, à la limite, tu prends une carte, tu la retrouves, le mec en face, il va se dire, bah ouais, c'est normal que tu la retrouves, c'est un peu ton métier, quoi. C'est ça. Voilà, bon, ouais, étonne-moi un peu plus, quoi. Voilà. Alors maintenant, en close-up, on étonne par le côté visuel, les côtés incroyables, quoi, le côté incompréhensible mais visuel, et sans rentrer dans des tours fastidieux comme avant. Voilà, vous mettez la carte dedans, mélangez, je compte 3 cartes dessus, c'est pas la 3e, mais si on fait 4 paquets et que vous choisissez le paquet, on va retrouver la clé qui va nous trouver la 8e carte de votre. Oh là là là. C'est difficile, hein. Simplicité, on a dit. Simplicité, on a dit. C'est fini ce genre de numéro. Maintenant, c'est ça. Je vais vous en faire un. Oh, raté. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que. Voilà. Ah, c'est bon. C'est-à-dire que ce qu'on cherche aujourd'hui dans la magie de plus en plus, parce qu'elle se redirige vraiment, notamment avec les gimmicks, vers des choses qui sont très visuelles, on cherche des kickers, on cherche des punchers dans les tours de magie actuellement.
Ah, t'appelles ça des kickers, des punchers. Ah, je savais pas. Bah, on n'appelle pas ça comme ça, mais ça me paraît bien. J'avais envie de le dire comme ça. D'accord. Ok. D'Ivoire, une petite série de questions comme ça. Tu dirais quoi à quelqu'un qui débute pour bien commencer la magie? Change de boulot. Comme ça, tu ne nous feras pas de concurrence. Non, je veux dire, il faut absolument que tu le fasses si tu as envie. C'est le plus beau métier du monde. Moi, grâce à la magie, je me suis épanoui, j'ai construit des choses, j'ai rencontré des gens formidables, des très grands gens et des tout petits gens formidables aussi. Des enfants voilà, qui sont devenus plus tard mes amis. Non, vraiment, Alors, le seul conseil qu'on peut donner à un magicien, c'est tout simplement d'y croire. Voilà. C'est pas, c'est pas plus compliqué que ça. Quand tu y crois, eh bien, tu vas y arriver. Parce que tu vas regarder un tuto, un truc de cartes, un machin. Ça va te paraître très compliqué au début. Et puis, tu baisses pas les bras, tu le refais, tu le refais, tu le refais. Puis un jour, tu verras que tu vas y arriver. Et tu y crois. Et plus tu vas y croire, plus tu vas y arriver. Et un jour, tu vas faire comme moi. Tu vas te retourner et tu vas dire, merde, là, j'ai 62 ans. Ben ouais, mais j'ai fait de la magie toute ma vie. Et je suis le gamin le plus content, plus heureux. Voilà. Donc, non seulement je suis heureux, mais en plus de ça, ouais, tu vois, ben voilà, regarde, je te montre, là, j'ai la clé des mystères. Là, j'ai sorti un tuto pour la magie. J'ai des boîtes de magie qui sont vendues dans le commerce à mon nom. Voilà, je suis content. J'ai réussi ma carrière. J'ai commencé avec une boîte de magie et maintenant, c'est moi qui continue à faire des boîtes de magie pour les autres. Donc, c'est là, Si tu, c'est bien. si demain tout devait recommencer et que tu devais tout Ah, ben, recommencer, tout je serai recommencer à magicien. zéro. Ah, je serai magicien. Ah, ça, Tu c'est ferais de la sûr. magie et tu Ah, commencerais par quoi? pareil, pareil. Voilà, j'aime bien la grande illusion. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que déjà, il y a des choses qui me fascinent. Alors, j'adore l'art déco. L'art déco. J'adore les sculptures monumentales. Je suis un inconditionnel de la Tour Eiffel, évidemment. Et quand je vois une belle sculpture, quand elle est grande, elle m'impressionne. Elle m'impressionne. J'ai toujours aimé la grande illusion. Et les grands spectacles, vraiment les grands spectacles. Alors, c'est pour ça que Fechner m'avait donné un conseil. Je lui avais dit un jour, je dis, tu sais Christian, j'aimerais faire un grand spectacle dans les Zéniths. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, monte. Bon, je lui ai dit, est-ce que tu connais des producteurs qui pourraient m'engager pour faire les Zéniths parce que j'ai envie de monter un grand spectacle? Il me dit, non, je connais personne. Par contre, monte un spectacle digne d'un zénith et tu feras les zéniths. Bon, je n'avais pas tout compris à cette époque-là. En fait, il voulait tout simplement me dire que le jour où tu fais un grand spectacle et qu'il y a des gens autour qui vont le savoir en disant ça, c'est pas pour ce théâtre, c'est pour une grande salle. Et c'est eux-mêmes qui sont venus me voir en me disant mais ton spectacle, il est vachement bien, mais il faut le mettre dans une grande salle. Et c'est là où j'ai fait ma tournée des zéniths, où j'ai fait une tournée de malade, où j'avais 30 zéniths avec la clé des mystères et Rétro Temporis. Tu sais que quand je fais un zénith, j'emploie quand même 50 personnes. Il y a 50 personnes. C'est des grands spectacles qui doivent coûter très très cher pour les salles, hein. Exactement, je faisais partie des spectacles les plus chers pour les producteurs. Hein. Je vais parler un peu de chiffres et un peu voilà. Dans mon spectacle, il y avait donc 5 semi-remorques, plus une semi-remorque de technique. Et le point zéro, ce qu'on appelle le point zéro dans un spectacle, c'est le nombre de spectateurs qu'il faut pour payer tout ça. Et le spectateur supplémentaire, c'est là où le producteur il peut commencer à gagner un centime. Le point zéro, il était à 2700 personnes. C'est-à-dire que quand je faisais 2700 personnes, tout le monde était payé, mais personne ne gagnait. Moi, le producteur, il ne gagnait rien. C'était énorme. Donc, il y avait des fois où on faisait 2008, une fois, 2008, j'ai dit, bah, voilà, j'ai gagné l'équivalent de 100 places. Voilà. Bon, après, quand on faisait 3000, ça allait, 4000, c'était formidable. Et au Forest National, où un jour j'ai fait 6000 personnes,
Ben là, c'était extraordinaire. Mais le point zéro à 2006, c'est énorme. C'est énorme. Parce que 2600, ah ouais, 2600 personnes, les gens ils se retournent, ils disent, putain, c'était bourré à craquer. Il y en a qui ne savaient pas que c'était juste de quoi payer le spectacle. Donc voilà. Et aujourd'hui, je suis dans mon spectacle Tic Tac aujourd'hui. Ouais. Alors, après 4 ans d'absence, parce que j'avais arrêté les tournées, après 4 ans d'absence, j'ai remonté donc ce nouveau spectacle où je raconte ma vie. Il était en pleine ascension parce que les premiers, c'est toujours pareil, quand un producteur, voilà comment ça fonctionne, tu as un producteur à Paris qui s'appelle Joe Aragon, qui a une boîte qui s'appelle MaProd, qui chapeaute tout le spectacle. Et lui, il le revend à des promoteurs locaux ou des gens qui achètent carrément le spectacle. Comme au Palais du Festival de Cannes, c'est le Palais des Festivals de Cannes qui a acheté le spectacle. Eh bien, les promoteurs locaux ont eu beaucoup de difficultés à remettre un nouveau spectacle de magie sur la place, parce qu'il fallait un gros investissement, promotion, etc. Et puis, juste avant le confinement, ça y est, c'était fini. Le dernier spectacle que j'étais, c'était à Lille. Le lendemain, donc, Monsieur le Président de la République a dit qu'il fallait rentrer à la maison. Donc, on a vite arrêté. Et il nous restait encore 28 dates. Et les 28 étaient complètes. Et ça, c'était… Ça va être reporté, ça? Alors, c'est très compliqué. Vraiment, j'étais encore cet après-midi avec la personne qui s'occupe de la programmation. C'est d'une complexité, mais colossale. Pourquoi? Parce que, reporté évidemment, mais pour moi, c'est annulé. C'est annulé. Pourquoi? Tout simplement parce que nous, on avait fait une première partie de tournée qui commençait du 31 décembre au fin mai. Donc, il y avait janvier, février, mars, avril, mai. Ça faisait à peu près 5 mois. C'était la première partie de tournée. C'était la tournée la plus difficile. Si ces 5 mois passaient, c'était fini. Le spectacle, il avait 4 ans de vie derrière. Voilà. C'est comme ça qu'on compte une comédie musicale ou un grand spectacle. C'est les 5 premiers mois les plus difficiles à passer. Donc, au milieu de ces 20 dates, j'avais complet jusqu'à la fin, donc on était waouh, champagne, tout le monde était content, super. Mon équipe de 50 personnes, on faisait la fête et tout, c'était génial. Pourquoi? Et la deuxième partie de tournée devait démarrer septembre, octobre, novembre. Non, octobre, novembre, décembre plutôt. Octobre, novembre, décembre. Et là, il y avait déjà des dates qui étaient signées. Alors, je m'explique. Si par exemple, en première partie de tournée, je suis à Lyon et que cette date-là, que j'ai faite à Lyon d'ailleurs, qui a très très bien marché à la salle 3000 où il y avait 3000 personnes, si cette date-là devait être reportée en septembre, je ne peux pas, parce qu'en septembre, j'avais signé un spectacle à Vénissieux, qui est une ville juste à côté de Lyon. Ouais. Donc on ne pouvait pas mettre Daniel Harry à Lyon et la semaine d'après à Vénissieux. Un tuer l'autre. Les gens disent, mais il y a 2 spectacles en même temps, on va où quel, tout ça. Donc, reporter, oui, mais reporter l'année prochaine, oui, mais l'année prochaine, on aurait de toute façon continué la tournée et j'aurais mis des dates l'année prochaine. Donc, ces dates-là de Lyon, par exemple, pour prendre un cas précis, ce Lyon, il va se retrouver l'année prochaine, mais l'année prochaine, j'aurai forcément une autre date qui aurait été posée. Donc, pour moi, cette date de Lyon, on va dire qu'elle est morte. Voilà. Je comprends. J'ai encore 2 dernières questions. La première qui va être très brève. Quelle est ta dernière grosse claque en magie? Alors, qu'est-ce que tu appelles claque? Un tour raté ou… Non, le dernier truc que tu as vu, pas de toi, que tu as pu voir de quelqu'un d'autre où tu dis oh putain, là c'est fort. Ouais. Alors, je vais réfléchir un peu, parce qu'il y en a plein. Tu peux dire que c'est une de mes vidéos si tu veux. Aussi, voilà. Non, mais alors, en 2 catégories. En close-up, Florian Servet. Okay. Il m'étonne. Je trouve ça dans la description.
il est génial. Je l'ai rencontré quand il commençait à démarrer avec son numéro, là, la FISM et tout ça. Ça, j'ai adoré. Et puis, en grande illusion, euh, la grande claque, alors je vais peut-être pas me faire des. Les copains ne sont pas forcément d'accord avec moi, mais je trouve le dernier spectacle de Chris Angel qui était extraordinaire. Ce n'est pas les tours qui étaient extraordinaires, parce qu'il y avait pas mal de pompage un peu à droite, à gauche, Copperfield, les flying, les machins, mais c'était ce nouveau. Il passe le cran au-dessus. Il est devenu son show, c'est un show de rockstar. Ouais. Il se comporte comme une rockstar. C'est-à-dire, voilà, il arrive, il est habillé avec son style à lui, mais la magie est secondaire. C'est la star, la rockstar. Et ça, j'avais dit, c'est le personnage, il m'avait quand même, j'ai pris une grosse claque en disant, ouais, c'est la star. Bah, je vais vous mettre des vidéos de Chris Angel dans la description. Et enfin, notre dernière question, qui est, pour continuer toute cette série d'interviews où il y a déjà eu Alexandra Duvivier, on est avec Dany ce soir, il y aura Boris Watt encore, il y aura Jean-Luc Bertrand, il y aura plein de gens. Cool. À qui est-ce que tu pourrais me recommander pour continuer cette série d'interviews? Jean Régil, sans aucun doute. Jean Régil. Ok. Pourquoi? Parce que c'est tu le connais? Je ne le connais pas, non. Ah, Jean Régil, non seulement c'est un homme qui est très charmant, il a une connaissance sur la magie extraordinaire, c'est une Bible, c'est une bibliothèque à lui tout seul. Il connaît tout sur tout. C'est incroyable. Quand je montais un spectacle, un numéro pour le plus grand cabaret, c'était le premier que j'appelais. Des fois, je l'appelais à 11h du soir. Je lui dis, Jean, je ne te réveille pas. Il me dit, non, non, c'est bon, t'inquiète. Voilà l'idée que j'ai eue et tout. Et il me disait, c'est génial. Ou, non, ça a été fait comme ça, comme ça. Ah, merde, ça a été fait comme ça, par ci, par lui, très bien. Bon, ben, je vais essayer de modifier un petit peu ça. Et c'est là où il me dit, mais au lieu de faire comme ça, pourquoi tu ne ferais pas comme ça? Parce que c'est un autre principe. Et waouh! Et voilà. Jean et Gilles. Eh bien, écoute, on pourra faire cette mise en contact. Enfin, la dernière chose, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver, Dany? Où est-ce qu'on peut me trouver? Sur les réseaux sociaux. Alors, oui, alors, au départ, j'ai voulu, mais je vois que tout le monde a pris le même chemin, faire des petites démos, des tutos sur des tours de magie. Alors, comme je ne suis pas un spécialiste du close-up, j'aurais fait des détours comme j'ai fait pour ce DVD, c'est-à-dire pour le grand public, pour apprendre des petits tours amusants, voilà, comme moi je les ai appris. Donc, je voulais faire ça. Et puis, comme j'ai vu qu'il y avait pas mal de magiciens talentueux et beaucoup plus peut-être adaptés que moi en close-up, donc j'ai laissé tomber et j'ai dit, laissons faire les vrais professionnels. Et donc, j'ai trouvé un petit truc marrant. Tous les mercredis et les dimanches à 16h, je monte ce qu'on appelle, j'ai monté le quiz magique. Quiz magique. Alors, c'est très drôle parce que j'ai un petit studio aussi chez moi avec, tu vois, je ne sais pas si. Tu vois, là, il y a les jeux à gagner, il y a tout ça, voilà. Tout ça. J'ai mon fils qui m'aide parce qu'il est confiné avec moi. Et on a fabriqué une espèce d'horloge. Et les gens, alors je leur pose des questions, c'est pour le grand public, attention, hein. C'est pour les fans et tout ça. Je leur pose des questions du style qui, dans les années 70, a monté une émission comme magicien évidemment, a monté une émission qui s'appelait Il y a un truc, magicien célèbre de l'époque. Évidemment, Gérard Majax et tout ça. Bon. Donc, ce sont des petites questions assez simples que les gens doivent répondre. Alors, s'ils ont répondu aux 3 questions justes, on a tout un tas d'effets spéciaux. J'ai une petite boule tango. Elle est où ma boule tango? Je l'ai vue tout à l'heure, là. Ah oui, elle est là. Voilà. Que je la fais tourner. Et dès qu'ils ont gagné, je fais ouais! Voilà. C'est rigolo. Et puis, et après, ils choisissent le cadeau qu'ils veulent et je la renvoie. Ou ils remettent
leur jeu leur cadeau en jeu. Et si ils répondent à la question, si ils réalisent le challenge chaud patate, chaud C-H-O-W, patate comme une patate, eh bien, ils ont les 3 cadeaux. Et le chaud patate, je fais tourner une roue et ça tombe soit sur l'œuf. Alors l'œuf, ils doivent aller en moins d'1 minute dans la cuisine, casser un œuf dans un verre et le boire. Disparition de l'œuf. Deuxième truc, c'est l'armoire. Ils vont dans une armoire et ils vident complètement l'armoire. Alors bon, comme il y a le confinement, ils peuvent tout remettre bien rangé. Le troisième, le plus terrible, je pense, c'est en moins d'1 minute, ils enlèvent leurs chaussures, ils vont prendre une douche tout habillée. Il y en a qui l'ont fait. Le quatrième, c'est ils prennent 2 boîtes de sardines ou 2 boîtes de conserve et je leur mets la musique des sardines de Patrick Sébastien et ils dansent en direct devant tout le monde. Et le dernier, celui-là il est facile, c'est d'amener 3 objets en moins de 2 minutes. Alors en général, c'est une pince à épiler, une brosse à dents, une bougie, une basket. Voilà. Alors, les gens ils courent dans leur Donc, appart. il y a de quoi s'amuser. Ça, c'est sur Instagram. Instagram, ouais, sur mon compte. Alors, il faut tout simplement aller sur Instagram. Mon nom, c'est Dany Larry officiel. Okay. Et au moment où vous êtes connecté, au moment où le mercredi, vous voyez en haut de votre bannière, il y a marqué Dany Larry est en direct. Vous cliquez là-dessus et vous allez voir exactement comme cette caméra qui filme exactement avec le même décor. Et il y a tous les gens qui sont connectés, je les vois passer. J'en prends un au hasard, je clique dessus et là, il y a le partage d'écran. Il y a moi qui suis en haut et le gars qui est en bas et on dialogue exactement de la même manière. Les amis, de toute manière, toutes les infos et tous les réseaux de Dany, que ce soit site internet, page Facebook professionnelle, sa page Instagram, tout sera en description. Vous n'avez qu'à cliquer. Voilà. À mon tour de vous dire, pour les quelques personnes qui sont là et qui sont venues voir Dany, où est-ce que vous pouvez me retrouver moi. Donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram à métainier.quentin, tout sera dans la description, sur Facebook quentin.métainier et sur YouTube quentin.métainier. Je vous encourage à aller voir les vidéos de Dany sur YouTube, du plus grand cabaret du monde, de toutes ces choses-là pour vraiment découvrir et aller au contact de sa magie qui est très particulière. Est-ce qu'il y a un dernier petit truc que tu aimerais dire, Dany? Juste que ce confinement, c'est la vraie merde pour tous les artistes, pas que les magiciens. Et que je me réjouis de retrouver mon public dans ce nouveau spectacle Tic-Tac, qui est pour moi, d'après tous les gens qui me connaissent, disent de loin le plus beau spectacle que tu aies monté. Voilà, tout simplement parce que comme je raconte ma vie, je joue pas le rôle d'un conte ou d'un professeur ou voilà comme les autres spectacles. Je parle de moi, et c'est très sincère. Il y a beaucoup d'émotions et c'est très riche parce que c'est un concentré de 40 ans de carrière. Que je fête mes 40 ans de carrière. Alors, vous imaginez, en 40 ans, j'ai choisi les numéros les plus marquants, les plus originaux, voilà. Donc, avec un décor où c'est une immense montre et on est dans les rouages de cette montre. Voilà, c'est très joli. Donc, je vous attends pour voir ce spectacle et puis vive la magie parce que c'est grâce à la magie qu'on est encore là, tous ensemble. C'est la plus belle manière de terminer cette interview. Exactement. Et voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée. À très vite. Merci de m'avoir accueilli, Quentin.